Bonjour, bienvenue au podcast Du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et je suis aujourd'hui en compagnie de mon co-animateur, Monsieur Jacob Egari. Salut Alex, comment ça va? Ça va bien toi? Oui, ça va. Ça va, good. Et dans le studio avec nous avons Eric et Mathieu de Union Tugs. Yes. Ça va bien les gars? Ça va toi? Yes, ça va super bien. Vous avez passé une belle semaine? Ouais. Rough. Fatigant. On est là. Toi Jacob, passé C'est une belle important. semaine? Ouais, Ta toujours. semaine finie à ton travail? Ouais, Tu changes après? exactement. Bon. Oh, des nouveaux défis. Ouais. Good. Puis toi Alex, ta semaine? À date, ça va bien. Tranquille. J'ai fait ma première journée sur le banc complètement aujourd'hui. Sur le banc. À job, dans le fond, je remplace. Moi, je suis chauffeur d'autobus scolaire. OK. Puis là, je suis rendu le gars qui remplace les chauffeurs absents. Puis là, il n'y avait pas d'absence. Fait que j'ai rien fait aujourd'hui, puis je suis payé. T'avais-tu amené ton ordi C'est pas puis pire. t'as préparé ton entrevue de ce soir, c'est ça? Ouais, ok, ça j'avais t'a amené fait. mon ordi. J'avais amené mon ordi. C'est pratique. Ouais, c'est pratique pour ça. Bon, les gars, on va starter un peu avec vous autres. C'est ça le but du podcast aujourd'hui. Voulez-vous nous parler d'un peu de où que ça a parti, Union Tugs, puis de le pourquoi ce projet-là et tout ça? Ben oui, yes. Dans le fond, nous, on est les membres de Union Tugs. On est tous membres d'un même syndicat qui s'appelle l'IWW, Industrial Workers of the World. Ok. Puis on s'est dit, on vient tous un peu d'un background musical, puis on était membre de ce syndicat-là. On se connaissait avant, mettons, ça fait toutes quelques années qu'on se connaissait, puis on est dans la scène punk, puis tout ça, puis on trippe un peu aussi là-dessus. Fait que... ouais, c'est ça, on a décidé de se partir un band pour justement toucher les enjeux syndicaux. Ce qu'on voulait à la base, c'était un band qui va jouer partout. Qui peut faire n'importe quel style de show, autant acoustique, électrique, sur une ligne de piquetage ou dans un show punk classique. Ok. Puis je pense qu'on a assez bien réussi à ce niveau-là. Je sais pas, Noël, si tu veux ajouter des affaires. Ouais, je suis d'accord avec toi, là, à venir jusqu'à date, je pense que on remplit un peu, justement, ce mandat-là qu'on s'était donné quand on a commencé. Dans le fond, l'idée, c'est ça, c'était surtout d'aller faire de la musique là où les travailleurs sont. Donc, on avait comme on stickait un peu sur les lignes de piquetage, les rassemblements. Manifestation un peu. Genre. Manifestations, rassemblements syndicaux, tout ça, là, ouais. Puis, ouais, ça, à venir jusqu'à date, ça a assez bien fonctionné. Ce qui est le fun avec ça, c'est que à chaque fois, c'est sûr que quand on essaie d'approcher une ligne de piquetage, admettons, on va demander aux gens, aux travailleuses qui sont là sur place, puis mais il y a toujours c'est toujours des beaux résultats, c'est toujours, on est toujours bien accueillis, puis le monde sont contents de voir un support comme ça, parce qu'en fait, c'est aussi ça l'idée, là, ça amener un support. C'est que aussi sur une ligne de piquetage, on s'entend que ça peut être longtemps, là, t'attends, il se passe pas grand-chose. Ouais. Tu te fais klaxonner 2-3 fois. Fait que tu sais, s'il y a un band qui arrive, il dit « Hey, nous autres, on va jouer de la musique pour vous autres. » Fait que là, le monde capote. C'est comme l'événement du mois. C'est là, le fun, ouais. Fait que on trippe bien. Puis nous autres, ça vient d'une vieille tradition syndicale qui est liée aussi à l'histoire de notre syndicat, l'IWW, mais qui est aussi historiquement dans le syndicalisme. On voit souvent ça quand il y a des grèves, il y a des bands qui se forment pour faire des chansons, tu sais, comme suivre un peu la grève en chanson. Mais historiquement, c'était aussi quelque chose là, vraiment qui était fort, surtout dans la musique folk, ce qui est notre autre influence en dehors du punk, mettons. Puis c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve depuis le début des années 1900, probablement même avant ça. Des genres de chansonniers qui se promenaient un peu partout sur les lignes de piquetage, mais aussi en dehors, n'importe où, qui pouvaient jouer, puis pour aider le monde, mais aussi pour jouer de la musique, parce que c'est le fun. Tu sais. Ah, puis remonter le moral de la foule, là, j'imagine. Exact. Ouais, ça doit aider au support moral beaucoup. Puis comme là, mettons, récemment, avez-vous participé à des manifestations? Avez-vous appuyé du piquetage ou des trucs comme ça? Ben là, récemment, nous autres, on a aussi des carnets de chansons. Ça, c'est une autre tradition un peu qui se fait. Là. C'est que nous autres, toutes nos chansons, on fait beaucoup des covers.
Puis nos chansons, on les met dans un carnet, puis comme ça, qu'on peut laisser aux gens, tu sais, après qu'on soit parti, puis qu'ils puissent chanter les chansons qu'ils ont aimées, puis tout ça avec les paroles, parce qu'on change des paroles souvent. Fait que je sais que vous autres, vous êtes allés, Noël était là, moi j'y étais pas, mais vous êtes allés faire de la chorale un peu sur une action syndicale. Ouais, il y avait une action syndicale devant les locaux d'un organisme communautaire qui s'appelle Cactus à Montréal, qui est dans la prévention des transmissions des ITSS. Puis ils sont en négociation de convention collective, puis on est allé chanter une couple de chansons là-bas avec Bobette, son chien et moi-même. C'était vraiment nice. Sinon, ben c'est ça, c'était en quoi? En novembre peut-être qu'on est allé à Québec pour faire une action syndicale avec un syndicat, le syndicat des employés du SFPIQ qui nous avait invités, puis on a profité en revenant sur la route vers Montréal pour faire un petit arrêt rapide à l'abattoir de Princeville de Limel qui était à ce moment-là en grève. C'était vraiment quelque chose d'intéressant. C'est vraiment pas des crowds auxquels on est habitué, mettons, dans le milieu punk, tu sais, d'aller là-bas. C'est pas de s'imposer, mais d'arriver et de dire, nous, on vous propose ça, êtes-vous d'accord? Puis, tu sais, le monde sont tout le temps, ben oui, tu sais, on n'a rien d'autre à faire. Non, c'est ça. Fait que. T'inquiète dans le silence, on va prendre un peu de musique. Exact. Puis, à chaque fois, ça donne vraiment des bons résultats. Là. Ouais. Parce que c'est pas nécessairement des fans de musique non plus, puis encore moins des fans de punk, mais. Exact. Mais c'est sûr que généralement, on arrive avec un setup un peu plus acoustique pour ce genre d'événement-là parce que. Ils n'ont pas toujours des kits de son, des affaires de même sur leur ligne de piquetage, mais c'est arrivé qu'on a joué en gros rock direct sur une ligne de piquetage. J'ai vu une vidéo sur YouTube, là, un 7-8 minutes, je pense que justement vous étiez comme en pleine rue, puis ça full band, il y avait la police alentour. Puis, ça je pense que c'était à Extinction Rébellion. C'était une action d'Extinction Rébellion qui avait pas full marché, mais finalement on avait joué dans le milieu de la rue René Lévesque au coin de Mansfield. Sur le fly. C'était cool. Ouais, mais eux autres, ça, c'est eux qui avaient monté sur le pont, là, puis une couple se sont fait arrêter. Là. Je pense que c'était ce groupe-là, ouais. Mais c'était pas cette fois-là. Non, non, ou sinon, avez-vous déjà été comme un problème avec la police ou des arrestations, des trucs comme ça? Parce que je sais que, il y en a que c'est des manifestations légales, mais ça peut virer facilement illégal, comme qu'on a déjà vu dans le passé. Là, mais... je pense qu'à titre individuel, au sein du groupe, ça nous est tout déjà arrivé de se faire chier avec la police dans le cadre d'une manifestation. Par contre, en tant que groupe, jusqu'à date, ça a relativement été assez relax. C'est quand même un peu gênant, j'imagine, d'envoyer l'anti-émeute sur un groupe qui joue de la musique. Ouais, qui est en train de chanter, puis que la foule l'écoute. Là, ça regarde mal aux nouvelles, je pense. C'est ça. Mais à ce niveau-là, sinon, on pourrait parler de notre collègue Bobette, notre accordéoniste qui a poursuivi la police de Montréal parce qu'elle s'était faite un petit peu matraquer à tort et à travers à une manifestation. Puis elle a gagné sa cause, là, puis le SPVM a été condamné à y donner 50 000 quand même. C'est pas rien. Ça a-tu été direct dans le band, ça? C'est pas vrai, c'est ça. Ce serait le fun, par exemple. Puis sinon, vous, dans le fond, le band s'est formé, je pense, en 2017, si je me trompe pas. 2016, 2017. Dans les alentours de ça, là, pas mal, je pense, fin 2016, début 2017, parce que... Ouais, je pense que notre premier jam, c'était en janvier 2017. C'est ça. Puis la décision de former ça, c'est fin 2016. Ça fait ça. Yes. 3 ans. Puis l'idée de départ, c'était vraiment d'aller soutenir les travailleurs. Puis tout ça, c'est ça qui vous a poussé vraiment à partir de ce groupe-là? Ouais, mettons par rapport à un band classique, là, c'était ça vraiment qu'on voulait faire. C'était, dès le début, c'est ça qu'on s'est dit qu'on voulait faire. Qu'on voulait avoir un set acoustique, un set électrique, puis être capable de jouer là, vraiment n'importe où, quand ça nous tente. Puis à ce niveau-là, c'est le fun parce qu'il y a un de nos membres qui est pas mal un geek de son là, en général. Fait que quand vient puis il est bien équipé en vieux matériel qu'il a reconstruit puis tout ça. Fait que même ça nous est arrivé de faire des shows sauvages que c'était organisé de A à Z par nous autres, qu'on avait juste besoin d'une prise électrique. Puis on jouait full band électrique avec des amplis puis tout, le PA.
Schlax, sur un lieu que c'était pas prévu d'avance qu'il y avait un show là, mettons. T'sais. C'était vraiment le fun. Puis sinon, là, pour l'instant, vous avez sorti un démo, Mhm. puis un teaser d'un possible album qui Yes. s'en vient. Qui s'en vient, on peut pas dire quand. Là. Ouais, Ouais, ça fait 1 an qu'il est enregistré, qu'il est prêt à sortir. On a hâte que ça sorte en maudit, mais on attend encore d'avoir le produit final. Le entre nos deuxième mains, est là. quasiment construit. Puis... C'est ça, on est quasiment en train d'enregistrer notre album, notre 3e album. Ouais, c'est ça. Puis ça, je voyais sur votre Facebook. C'est cool. Ça va sortir un peu partout aussi, sur plusieurs labels. Dans le fond, c'est comme un collectif de labels qui vont sortir votre album. À Montréal, ça va être Dure Réalité. Yes. À Hamilton aussi, avec Rebel Time Records. Mexico, avec Disco Machete. Yes. Puis Fire and Flames Music en Allemagne. Comment que vous avez conclu tout ça ensemble? Noël et moi, on est membres d'un collectif de Dure Réalité, en fait, Ok. qui est le label montréalais. Fait on a beaucoup de contacts dans d'autres labels ailleurs dans le monde, puis on trouve souvent que c'est une meilleure idée, mais il y a la vieille technique de un seul label release tout, puis fait tout l'ensemble des profits, puis on s'est rendu compte que vu que le monde n'achète plus vraiment d'albums, les labels font plus d'argent avec ça, fait que nous, comment on voit un label, c'est vraiment comme un outil de diffusion dans un lieu donné, ou dans une ville, ou dans un pays donné. Fait qu'en faisant ça, ces genres d'alliances-là, c'est qu'on s'assure que notre musique se spread un petit peu partout. Puis tout le monde... Il y a personne qui se met dans la merde en ayant genre 500 albums chez eux, puis sachant plus quoi faire avec. Ouais. T'sais, tout le monde en a comme 25, 50... mais tu sais, on s'assure que ça se spread plus facilement. Fait que personne perd de l'argent, tout le monde est content, puis nous autres, on est diffusés un petit peu partout. D'ailleurs, il y en a qui vont se rajouter, là. Ça, c'est ceux qui avaient confirmé, mais Ok. d'ici là, on a eu d'autres confirmations depuis, là, dont un label français qui s'appelle Calé Boroka. Ah ouais. Puis sinon, pour l'instant, c'est ça, c'est principalement des reprises de chansons, on peut dire syndicalistes, là, dans le sens, Ouais, on peut dire ça. Ouais. puis une Ou reprise tourner, hein. de Éric Lapointe que vous avez tourné un peu à la version syndicale. Qu'on on fait peut plus dire. vraiment. Ouais. Ah non. Vu Ben, l'actualité Ouais. en lien avec Éric Tous Lapointe. les derniers événements. Mais sinon, là, comme votre nouveau stock ou le reste de votre stock qui n'est pas encore enregistré, est-ce que c'est encore principalement des reprises ou si vous avez aussi des compositions originales ou, Ce qu'on a d'enregistré, c'est toutes des reprises. Ce qui va sortir, c'est 100% reprises. On s'est toujours dit qu'on voulait rester en majorité en reprise. Mais on est en train de travailler sur 2-3 compos. On a une qu'on fait déjà en show. Puis on est en train d'en travailler une deuxième là. Puis je pense qu'on va continuer d'en rajouter une couple de compos par-ci par-là. Mais je pense que notre objectif, c'est peut-être de rester aussi quand même dans en le cover. reprise, là. puis faire comme refaire des vieux classiques puis les remettre au goût au goût punk rock du jour. Là. Ouais, exact. Ouais. Il y a ça, puis il y a l'aspect que quand on va sur une ligne de piquetage, nous autres, on joue du punk. Tu sais, dans un show punk, il n'y a pas de trouble. Le monde connaisse les vieilles tunes punk, tout ça, tout le monde est content, mais on a plein de chansons qu'on joue expressément pour que ça marche pour des gens qui connaissent pas nécessairement cette culture-là. Fait que sur une ligne de piquetage, quelqu'un qui a juste écouté la radio dans sa vie en allant travailler à tous les matins, il y a quand même toujours 2-3 chansons dans notre set qui va être capable de Qui va reconnaître avoir et de chanter. le référent. C'est comme Le Train de Vilain Pingouin, mettons, qu'on fait. Dans le temps, il y avait la chanson d'Éric Lapointe qui était quand même un must. ouais. Ça, on essaie de garder un peu aussi cette influence-là. Fait qu'autant prendre des chansons punk que nous autres, on tripe dessus, les jouer, prendre des chansons un peu du répertoire classique ou n'importe quoi, populaire, qu'on change les paroles ou non. Puis il y a aussi tout l'aspect vieux folk syndical aussi qu'on va reprendre, que c'est des classiques peut-être que nous on connaît moins au Québec, mais que mettons nous on joue souvent en Ontario. Ces tunes-là vont plus pogner, mettons, puis tout le monde connaît un peu ces chansons-là, t'sais. Genre Solidarity Forever qu'on fait sur notre démo. C'est le genre de chanson qui est pas très connu ici, mais qu'en Ontario tu joues puis tout le monde connaît un peu ça. T'sais. Puis sinon, vos comment je peux dire ça? Avez-vous beaucoup joué en France? Parce que je sais qu'en France, le côté syndical et tout est comme assez, on va dire, plus grand qu'ici, là, je pense. C'est... Comment je dirais ça? C'est comme...
résolument plus militant. La seule affaire, c'est que vu les différences dans les structures syndicales, il y a quelque chose là, tu sais. Admettons, ici, le taux de syndicalisation est vraiment plus élevé, je crois. Quasiment 40%, si je me souviens bien. C'est ça, comparé à la France, mais... quand vient le temps de faire une grève, c'est pas mal plus facile en France qu'ici. Ouais, ben c'est ça. Il y a pas tout l'aspect légal, le contrat de travail qui vient nous bâillonner un peu là, dans les moments les moments hors négociation là, qui font que on n'a pas beaucoup de jeu là, quand on vient soulever un problème, puis là tout de suite on peut pas agir dessus vraiment parce que faut attendre la fenêtre, la fameuse fenêtre où est-ce qu'on a le droit de faire nos moyens de pression, faire la grève, tu sais. Puis, mais non, sinon, pour ta question, en fait, on n'est jamais allé en France en tant que band, en tant que Union Thugs. Il y a des... Moi, personnellement, je suis jamais allé en France. On connaît du monde. On tourne, j'imagine qu'on tourne un petit peu mini en France. J'ai aucune idée de ce que ça redit sur notre following français. Je pense qu'on va le voir une fois là-bas. On a beaucoup d'amis, c'est ceux qui sont venus, même des gens qui étaient membres de notre syndicat, mettons, qui venaient vivre ici puis qui sont partis vivre en France. Fait que je pense qu'ils amènent ce bagage-là un peu avec nous, puis on fait partie un peu de ce bagage-là. Puis c'est le genre de gens que quand on dit qu'on va en France, ils nous écrivent tout de suite « Hey, venez dans ma ville, je vous organise de quoi », tu sais. Mais... c'est ça, pour revenir un peu sur ce que Noël disait par rapport à la grève, c'est que en France, c'est pas illégal de faire une grève politique, ce qu'on appelle une grève politique, c'est-à-dire François Legault passe une loi vraiment que les gens sont pas d'accord. On n'a pas vraiment le droit, les syndicats n'ont pas le droit de se mettre en grève contre cette loi-là, sauf s'ils sont en train de négocier leur convention collective. OK. Ça, je savais pas, mais c'est vrai que ça empêche un peu de c'est ça. En France, le gouvernement fait passer une loi, mettons, pour augmenter l'âge de la retraite de 2 ans, mais là, le monde se met en grève, puis that's it, puis ils fêtent. Ben, nous, on n'a pas le droit. Je pense que si on se donnait la peine de regarder ce qu'il y a un rapport de force, on verrait que même si on n'a pas le droit, si tout le monde se met en grève, François Legault, il n'y a pas grand-chose qu'il peut faire, tu sais. Mais bon. Mais on l'a un peu vu, parce que moi, j'ai un petit peu vécu la crise étudiante, parce que dans ce temps-là, j'étais au cégep, puis je veux dire, ils ont comme tout rendu ça illégal, ils ont racheté des lois pour empêcher le monde de faire des manifestations, ils arrêtaient plein de monde. Exact. Ils arrêtaient plein d'étudiants, puis... C'est comme si on aurait un peu peur au Québec de vraiment déjouer la loi ou quelque chose de même. Ben, c'est qu'ici, c'est illégal, genre. Ils ont rendu ça illégal, fait que... pour essayer de nous faire arrêter de manifester, genre. Mais... c'est ça. Mais tout est un peu relatif là-dedans, dans le sens si tu regardes la situation aux États ou en Ontario, on a moins peur, tu sais, de ce qu'on se rend compte un peu. Mais si tu regardes en France, on a plus peur, tu sais. Fait que tout est... Nous autres, tu sais, on travaille fort là-dessus, justement, à faire comprendre aux gens qu'on a une force, puis que le jour où on décide collectivement qu'on arrête de travailler tout le monde en même temps, ben, le système s'écroule au complet. Il est basé sur le fait que le monde travaille pour des employeurs. À partir du moment où tout le monde fait la grève en même temps, même s'ils mettent une loi la plus liberticide possible là-dessus, qui va la faire appliquer face à des millions de personnes? Ouais. C'est ça qu'on a vu en 2012 un peu. Là, que, ils ont fait la loi 78, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Puis... c'était ça, c'était une loi, là, tu peux plus manifester si t'es plus que 100 personnes. Non. Le lendemain, il y avait 150 000 personnes qui manifestaient, puis tu peux pas arrêter 150 000 personnes. Non, c'est ça. T'as beau essayer, là, payer policiers en double, là, en overtime, mais on va pas toutes les arrêter. Exact. Puis nous, notre syndicat, c'est un historique qui est là dans l'histoire, qui est aux États-Unis, parce que c'est un syndicat américain en base, là, ça a été fondé aux États-Unis. Il y a une des techniques qui était utilisée qu'on a appelé le Free Speech Movement, donc le mouvement pour la liberté d'expression. À certains endroits, dans le fond, les syndicalistes, ils faisaient des speeches dans la rue. C'était ça la façon un peu de parler au monde là, dans le début des années 1900. Puis là, tranquillement, pas vite, des villes commençaient à mettre des lois comme quoi tu n'as plus le droit de parler dans la rue. Puis nous autres, c'était la caisse de lait, tu montes dessus, puis t'arranges la foule. Là. Fait que là, ils empêchaient ça. Fait que c'est arrivé souvent dans l'histoire de notre syndicat que le monde
allait en masse se faire arrêter. Ils prenaient la Constitution américaine, puis elle lisait publiquement. Puis là, un par un se faisait arrêter. Puis là, ils allaient tout à la même prison. Fait que c'était le party dans la prison. Tout le monde était content. Puis là, à un moment donné, il n'y avait plus de place dans la prison. Fait que là, il n'y avait pas le choix de libérer tout le monde. Puis c'est le même qui gagnait des luttes. C'est à force de montrer que, regarde, tu peux pas tout nous arrêter, là, sinon ton système marche plus. Ouais. C'est quoi vraiment, mettons, là, les valeurs que vous défendez, vous autres, par rapport à vos syndicats, puis par rapport aux travailleurs au Québec, puis ces choses-là? Ben, au sein du syndicat, on défend le fait que les travailleurs travailleuses sont les personnes qui vont c'est les personnes qui savent qu'est-ce qui va être bon comme façon de procéder sur leur milieu de travail, comme façon de s'organiser sur leur milieu de travail, puis on trouve qu'il y a une personne de trop. Donc, soit les patrons, ultimement, qui vont être là pour nous réprimer, pour faire un profit sur notre dos. Faire un profit sur notre grosso dos, modo, si on était bien organisé... moi, par exemple, j'habite dans une coop d'habitation. Ben, ce que ça fait en sorte, c'est qu'on prend en charge collectivement notre coopérative d'habitation. On n'a pas de proprio. Puis quand il y a des problèmes, c'est nous qui les règlent, tout le monde ensemble. Ça fait en sorte que je paye pas 200$ de plus par mois dans mon loyer pour que ça aille dans la poche du proprio. Que ce soit juste un profit sur rien. T'sais. Ouais. Fait que nous, ce qu'on viserait, ce serait ça un peu, mais à l'ensemble de la société. C'est que les travailleurs et travailleuses sont les mieux placés pour savoir c'est quoi qui est bon, comment ça aller plus vite, comment mieux travailler, comment être plus sécuritaire. Puis grosso modo, ce qu'on pourrait appeler une genre de démocratie industrielle. C'est-à-dire que mais comme que la compagnie... parce qu'il y en a de plus en plus là, des compagnies coop que la compagnie appartient aux employés. Oui, les coopératives de travail. Ouais. C'est sûr que nous, il y a toute la question du système en place. On pense que c'est un système qui est fait à la base pour qu'il y ait des riches puis des pauvres. Des riches qui s'enrichissent puis des pauvres qui travaillent pour faire s'enrichir des riches. Fait que nous, on voudrait éliminer un peu ce côté-là. L'écart de richesse, on veut une égalité. T'sais, on pourrait dire ce qu'on viserait, c'est une égalité, une démocratie industrielle, puis une liberté plus grande, moins de lois qui servent à pas grand-chose à part faire chier le monde. T'as pas le droit de boire de l'alcool dans la rue, mettons. Qu'est-ce que c'est ça? T'as le droit de la boire au bar à côté puis de marcher dans la rue après pour t'en aller, mais tu peux pas la boire dans la rue. C'est comme des lois qui servent à rien. Je sais pas trop l'objectif derrière ça. Fait que c'est plus de liberté aussi à ce niveau-là. Je dirais ça, je sais pas. Ouais, ben, je suis d'accord. Si on peut aller sur le côté des lois, on parlait tantôt de tout l'encadrement du droit de grève. Du droit de grève, ça, ben, justement, il y a une problématique là. On est comme enchaîné. On est enchaîné par une loi, puis on peut pas exercer notre rapport de force, ce qui fait qu'on a un pouvoir en tant que travailleur, travailleuse, c'est de pouvoir faire justement ces grèves-là, ces moyens de pression-là. Puis là, en ce moment, il y a cette grève-là qui réprime ça justement, parce que c'est dangereux, puis c'est dommageable pour les classes dirigeantes, tu sais. Fait que il y a des choses comme ça. On revient à 2012, la loi 78, ben ça dérangeait le gouvernement, ça venait déranger le cours des choses, les grèves étudiantes, commerces, tout, les commerces. C'était même la main d'œuvre à quelque part. Si les gens qui étudient font la grève, ben ils sortent pas avec un diplôme au même moment, puis ils commencent pas à produire tout de suite dans le système. Fait que tout ça,
on se bat pour être capable d'avoir le droit de, tu sais, comme, c'est nous qui produisons un peu tout, c'est nous qui conduisons les élèves en autobus, mettons, tu sais, c'est nous qui soignent les malades, c'est nous qui, mais tu sais, à un moment donné, c'est un peu nous qui fait tout, finalement. Là, ouais. C'est sûr que ça la masse de monde, le système il marche pas. Là. C'est un peu, c'est ça. Puis le monde a le droit de parler aussi. Mais tu sais, c'est un peu comme les. Je pense que c'était les SPVM justement, là, qu'eux autres n'avaient pas vraiment le droit de gréver. Tu sais, la seule façon qu'ils pouvaient, c'était en collant des collants puis en mettant des sauts de camo. Là. Ouais. Tu sais, puis ça a duré tellement longtemps. Puis. Bon, vous avouez, je me souviens plus trop comment que ça a fini. Là. Je pense que c'était justement un moment un peu où ils sentaient que la soupe chaude sociale montait. Ils ont décidé de donner de l'argent au SPVM pour qu'ils soient des bons chiens de garde. Là. Je te dirais, je pense que c'est en 2015, avec toutes les mesures d'austérité avec Philippe Couillard, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait quand même un bon mouvement anti-austérité qui levait un peu. Je pense que c'est là qu'ils ont dit, OK, on va arrêter. On va les payer, eux autres. On va leur donner ce qu'ils demandent pour avoir la paix là, un peu, puis être sûr qu'on est bien protégé. Qui reste de notre bord. Exact. Mais sinon, votre syndicat, c'est le... Tu peux-tu me redire le nom? J'ai manqué. Industrial Workers of the World. Puis ça, est-ce que c'est un syndicat mondial? Parce que moi... Ça a pour objectif, oui. OK. Puis ça a commencé aux États, puis là, j'imagine c'est au Canada, vu que vous êtes dedans. Ouais. Puis même historiquement, ça a été vraiment gros au début des années 1900, de, mettons, 1905 à 1920. OK, ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps. C'était vraiment quelque chose qui s'est répandu là, un peu mondialement. Il y en avait au Canada, il y en avait aux États-Unis, évidemment, qui était le plus gros bastion, si on veut, mais même au Mexique. La révolution mexicaine, il y a gros de nos comparses syndicalistes qui ont été en soutenir, puis il y a une grosse branche mexicaine, mettons, qui existait à ce moment-là. Puis après ça, ben c'est sûr que c'est plus présent dans le monde anglo-saxon. Il y en a en Angleterre, en Australie, en Allemagne un peu, mais en Europe, c'est parce que, en tout cas, il y a tout le système syndical qui est un peu différent. Puis il y a déjà des syndicats qui jouent un peu le même rôle qu'on fait qu'on veut pas nécessairement rentrer en compétition. Ça, est-ce que c'est pour... je peux dire, parce que je t'avoue, je connais pas tant le monde syndical, mais ça, est-ce que c'est un syndicat qui touche comme tous les corps de métier? Oui. En fait, c'est un syndicat qui prend pour acquis que si t'es pas un patron ou si t'es pas un flic, tu peux être membre de ce syndicat-là. Fait que tu peux être autant sur l'aide sociale puis fighter pour avoir des meilleures conditions là-dedans que être travailleur autonome, qu'être employé d'usine, exact. Peu importe. C'est joueur de hockey, cuisinier, name it. OK. Ouais, puis le but, c'est de rallier la classe ouvrière dans son ensemble. C'est pour ça aussi que c'est un syndicat mondial, parce que on pense que les classes dirigeantes n'ont pas de frontières. En fait, les multinationales, on le voit, là, ça fait de l'argent un peu partout, là, c'est ça. Ben, on pense qu'il faudrait abattre ces frontières-là aussi pour la classe ouvrière, puis avoir une meilleure solidarité. Puis qu'on gagnerait bien plus nos mouvements, nos grèves, si par exemple le port de Montréal est en grève, puis qu'en solidarité, le port de Pittsburgh, puis le port de Amsterdam, puis le port de Hambourg se mettent en grève, puis disent, regarde, si tu règles ça, ou sinon on est en grève, ça serait pas long, les grèves, s'il y avait une genre de solidarité internationale qui ressemble à ça. C'est comme aujourd'hui, on le voit un peu avec les peuples des Premières Nations, là, qui aident toute la communauté... Wet'suwet'en. J'ai vu que vous les soutenez aussi dans leur débat, leur démarche puis tout ça. Mais on pense que c'est un exemple justement de gens qui n'ont pas eu peur de ne pas respecter la loi quand c'était le temps. Non, puis que c'était super pacifique en plus, aucune violence. Exact. Puis aussi, là, des images d'eux en train de chanter qui se font arrêter par la police, ça n'a juste aucun bon sens. C'est tellement plus fort que n'importe quoi d'autre. Juste voir ça, c'est comme... C'est ça. Tu comprends le message tout de suite. Ils attaquent directement au cœur d'avoir... Ils ont bâti ce mouvement-là dans le but d'avoir un rapport de force. Puis c'est ça qu'on voit, c'est que ils se sont pas dit on va aller danser dans la rue puis free même. On va bloquer des rails de chemin de fer qui étaient à la base de l'économie canadienne pour être sûr. Parce que notre but, c'est pas que le gouvernement entende raison. Le gouvernement n'entendra pas raison. Le gouvernement va entendre raison le jour où il va se faire cogner à sa porte par les entrepreneurs, par les grandes compagnies, pour se faire dire « Hey, chum, si tu règles pas ton problème, moi, je fais plus d'argent, puis on va te débarquer assez vite du pouvoir. » Fait que nous autres, c'est un peu de même qu'on le voit. Puis à ce niveau-là, je pourrais donner un exemple vraiment cool de ligne de piquetage qu'on avait faite à un moment donné en Ontario. Ça s'appelait le Ontario Food Terminal.
C'était notre première action de ligne de pitage, je me souviens bien. Ouais. Ouais, je suis pas mal sûr que oui. Puis dans le fond, c'était un petit gros entrepôt avec, je sais pas, 15, 20, 30 compagnies différentes qui louent des espaces là-dedans. Mettons, t'as 2 portes, 3 portes. Puis ça, c'est ta petite compagnie qui est spécialisée dans les noix, mettons. T'sais. Il y en avait une compagnie là-dedans qui s'était mis en grève. Il était genre 15 employés. Ben, ils ont gagné leur grève comment? Le jour où ils ont bloqué le terminal au complet, puis que toutes les autres compagnies étaient bloquées, puis que là, ils sont allés voir le gars de la compagnie en grève, puis ils ont dit « Hey, salut, écoute, si tu règles pas ça, on va t'expulser du terminal parce que tu nous empêches de faire notre profit à nous autres. » Fait que je pense que c'est ça la façon de gagner, tu sais. Ah, c'est ça, c'est des on va dire des petites actions qui ont des grosses répercussions, puis que le bras de levier devient super grand d'un coup. Exact. Puis... Si on parle un peu de la portion peut-être un peu musicale, c'est quoi mettons, vos influences musicales, puis tout ça, je sais que bien sûr, il y a sûrement les Dropkick Murphys qui rentrent dans vos influences, mais y a-t-il d'autres choses? C'est sûr qu'on a toutes des influences variées dans le groupe, mettons, on peut partir de ça. Ben, je pense que, ouais, des influences variées, mais probablement aussi des influences qui connectent. Qui se recoupent. Qui se recoupent, oui. On écoute, moi j'écoute beaucoup de street punk, depuis un bout, mais sinon, je veux dire, ça peut aller de les Bee Gees, du blues Lightning Hopkins à genre hardcore ou en passant par Willie Lamotte. Pour vrai, Offenbach, les vilains pingouins. Non, mais pour vrai, tu sais, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses qui se retrouvent là-dedans, mais qui ont l'air un peu comme hétéroclites, là, si je peux dire, mais ça marche bien dans le contexte de ce groupe-là. Exact. Ben, c'est ça. Moi, pour ma part, c'est sûr que je dirais que dans le groupe comme tel, en tant que groupe, on a les influences majeures, c'est sûr que c'est le punk rock au complet. Plus précisément, la Oi Street Punk, qui est vraiment, dans notre cas, à nous deux, une influence majeure. Et le folk, la musique folk en général. De par l'histoire, justement, du syndicat qu'on parlait, il y a des grands chansonniers, un peu comme Woody Guthrie, puis Utah Phillips, du monde de même, qu'on va beaucoup sur la démarche, peut-être même plus que sur la musique, s'influencer mettons. Parce qu'on aime vraiment ce qu'ils faisaient comme démarche, c'est-à-dire, les autres, ils se promenaient tout seuls avec leur guitare, ils jumpaient des trains pour voyager de ville en ville, puis ils sortaient, puis ils allaient jouer de la musique, puis ils essayaient de survivre là-dedans. Ça ressemble un peu à ce qu'on fait sans jumper des trains. Là, mais... Ouais, c'est une autre époque, là. On a des moyens de transport plus simple, accessible, disons, tu sais. Mais c'était vraiment ça aussi, en fait, avec le folk, la culture de ces chansonniers, poètes, militants, tu sais. On a juste à penser à une grande figure, justement, du IWW, Joe Hill, qui était un des grands paroliers, qui... En fait, on s'est beaucoup inspiré de lui, puis Eric a nommé d'autres chansonniers, mais de l'idée de reprendre des airs connus, tu sais. Au début du 20e siècle, c'était peut-être des genres de chants d'église. Des chants religieux. Que tout le monde connaissait. C'est ça, que tout le monde connaît, mais en y mettant une petite sauce syndicale avec un propos politique, mais qui reste rassembleur parce que c'est une chanson que t'entends à messe le dimanche, puis tout le monde y allait. Là, en 1900 tranquille, tout le monde y allait. Fait que là, autres, on a remplacé ça par Éric Lapointe, puis la culture populaire at large.
Puis c'est pas tant qu'on tripe sur cette musique-là, mais tout le monde la connaît. Ah, Fait ça, que ça c'est pour parle au que ça nous monde. intéresse, là, c'est puis ça. permet de passer vos messages aussi. Là. Exact. Ah, puis ça, puis comme vous disiez, vous apportez toujours un peu de modification aussi pour peut-être les rendre plus syndicalistes. Pas tout le temps. C'est sûr que le genre de chanson d'Éric Lapointe, oui. Il y a bien des chansons qu'on fait qu'on n'a pas tant modifiées. On va plus les modifier sur la musique, mettons, que sur les paroles. Il y a des chansons qu'on joue qu'on trouve qui sont déjà bonnes de même, puis probablement que on trouve l'original genre 1000 fois meilleur que notre version, mais on est bien content de la faire pareil. Mais on parlerait de Je suis fils à ce moment-là, de Corrigan Fest. Là, qui est... c'est quasiment, je veux dire, des virtuoses là, comparé à Nous c'est quand même pas pire. Là. Mais non, c'est ça. Beaucoup d'influences différentes. Puis là, il y a 4 membres qui sont pas là, qui pourraient vous parler de Skacore. De Sky. Oh oui, ça, du Skycore. Il y en aurait pour les fins puis les pas fins. Je sais pas, moi, du grindcore, du thrash metal, tout ce que tu veux, tu sais, mais je pense aussi qu'en jouant ensemble, puis on venait d'un milieu vraiment punk rock, tu sais, c'est comme... C'est le punk rock ou c'est rien, puis en s'ouvrant un peu à d'autres influences, on se rend compte que finalement c'est infini, puis à chaque fois, moi, depuis 3 ans, depuis qu'on a le groupe, j'écoute de plus en plus de la musique variée, de plus en plus d'affaires complètement différentes, puis je trouve ça vraiment malade. Je pense qu'il y a un peu de maturité, puis un peu de s'ouvrir un peu à tout ce qu'on voit, puis à comment on peut aller chercher le meilleur, mettons, du jazz, tu sais. On l'a pas trouvé, cette réponse-là, mais garde. Pas encore. Faut en écouter beaucoup. Ouais, peut-être. Du gros jazz fusion. Ouais. Un petit peu de misère avec ça, moi, en tout cas. Ouais, ça commence à être fucké des fois. Sinon, on a une question d'un autre podcast, de Le Clash Podcast, qui nous a commenté dans notre appel à tous pour des questions, vous autres. En gros, je vais le dire avec mes mots. Là. En gros, vous êtes un groupe assez engagé, qui supportez beaucoup des bonnes causes. Vous écoutez aussi du punk rock non engagé. Puis, en fait, monsieur Le Clash Podcast, je voudrais savoir, c'est quoi votre opinion sur le punk rock non engagé? Comme, est-ce que ça vaut moins? Est-ce que ça vaut autant? Ben, autre. Comme parce qu'on a vu ça passer avant, on s'est préparé un Okay. peu. Mais c'est ça, on s'en parlait, c'est que pour nous, le punk rock, il y a quelque chose d'engagé là-dedans à base, même sans l'être dans tes paroles ou dans ta démarche. Il y a quelque chose à la base qui se veut, c'est une contre-culture, c'est quelque chose qui va à contre-courant de la société au complet, qui remet en question plein d'affaires, puis surtout à l'époque où ça a commencé, ça faisait scier bien des oreilles, tu sais, puis moi, ce que je me rends compte avec le temps, c'est que c'est de même à peu près dans toutes les musiques. Au début, il y a tout le temps des gens qui s'opposent à ta musique, que ce soit le rap, le métal, l'électro, il y a tout le temps quelque chose de... On remet en question quelque chose dans la société, puis c'est pour ça qu'il y a un mouvement qui se crée à partir de là. On a juste à penser à les raves en Europe, il y a des mouvements de rave DIY, un peu comme le punk DIY, mettons. Qu'eux autres, ils arrivent, ils ont des camionnettes avec du son puis des équipements, puis ils s'installent dans un champ, puis c'est le party toute la nuit, là, puis ça ressemble beaucoup à la culture punk, tu sais. Fait que, à ce niveau-là, moi, je partirais d'emblée en disant ça. Puis après ça, il y a aussi tout l'aspect, tu sais, tu peux être politisé contre nos idées, mettons. Tu sais, si tu dis dans tes tunes que les filles, c'est toutes des salopes, ben c'est sûr qu'on tripera pas, puis c'est sûr qu'on va pas t'écouter, puis c'est sûr qu'on jouera probablement pas de la musique dans le même show que toi, tu sais. Mais après ça, tu sais, il y a plein de bands qui, dans leurs chansons, vont pas parler de politique, qu'on écoute, puis on n'a pas... on peut vouloir exprimer plein d'affaires avec une chanson, là, dans le fond. Je sais pas si... on pourrait nommer... je sais pas, les Ramones qui faisaient beaucoup de chansons d'amour puis un peu de relatique, là. Tu sais, je sais pas. J'aime bien les Misfits. Mettons, ça parle de zombies. Ouais. C'est très nice. Est bonne, puis le corps de Danzig musclé aussi, j'aime bien ça. Moi, il y a une toune
Les Ramones que j'aime beaucoup, c'est juste de... la tune d'Espagne niaiseuse, c'est juste de KKK Took My Baby Away. Ouais, mettons. Sa blonde se fait enlever par le KKK la veille de la Saint-Valentin. Apparemment. Tu sais, c'est ça. C'est quand même... Tu peux voir du engagé là-dedans. Là, il y a comme... Mais un peu absurde en même temps, puis comique. Mais vas-y. Ouais, non, ben c'est drôle, j'allais parler de cette tune-là quand je disais que les Ramones faisaient des chansons d'amour, parce qu'apparemment que ça serait le Johnny Ramones, qui est le guitariste, qui serait parti avec la blonde de Joey, le chanteur, puis là que en tout cas j'ai lu ça je sais plus quand là, peut-être en 2005-2006 sur un site obscur, quelque chose, mais puis là il aurait écrit cette chanson là en référant au guitariste comme si que c'était le KKK, tu sais. C'est absolument absurde, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça reste une bonne tune. Ben c'est vraiment une bonne tune, c'est simple, ça a comme vraiment une vibe très punk rock, très simple, très 3 accords garochés, mais tu sais. Mais c'est ça, c'est pas une tune qui est ultra qui est politique en fait, mais ça reste des groupes qui sont classiques, qui sont appréciables. Après ça, comme Eric dit, tu sais, si il y a beaucoup de groupes de punk rock ou de street punk, name it, qui ont un peu récupéré, tu sais, les codes puis qui les ont retournés avec une mentalité plus de droite, puis ça c'est sûr que on va leur marquer, puis là il y a un problème avec ça où ce que ce message-là, on le rejette. Mais as-tu des exemples de ça, mettons? Ben, mettons, je te parlerais juste de Screwdriver. Ouais, c'est la musique de nazi. Ok, ouais. Les affaires genre de ce à quoi on s'oppose, c'est mettons. ça. Je viens de comprendre. Toute la mouvance rock against communism, plus le rock identitaire français, admettons. Des fois, ça peut être un groupe, je veux pas nommer de groupe, là, il y en a plein au Québec. Il y en a quelques-uns au Québec là, qui se plaignent bien à dire j'ai fourré une fille, toutes des folles, n'importe quoi, des affaires sexistes, des affaires un peu grasses. Nous autres, ça nous rejoint pas tant, mettons, ce genre de discours-là. J'ajouterais qu'il y a aussi toute la question de la démarche qui va être intéressante aussi. Moi, j'écoute plein de groupes post-punk. Je pourrais parler de Syndrome 81. Ben, en tout cas, c'est une nouvelle vague de post-punk, mettons. Là. Syndrome 81 ou Traître, qui vont dans leurs paroles, c'est pas du tout politique. C'est vraiment. Ça parle de se suicider puis d'affaires de nihilistes un peu. Là. Mais reste que ces gens-là sont dans une démarche qui, politiquement, est beaucoup plus proche de moi qu'un groupe comme Vulgaire Machin qui va avoir des paroles ultra politisées, mais qui va aller jouer au Francophonie. Au Francophonie, c'est encore sponsorisé par Desjardins. Ouais, mais ça, mettons. Tu sais, mettons, j'étais allé en vol et macadam cette année à cause de mon travail, en tout cas. Puis je voyais des gros flyers de Radio X, tu sais, ces côtés. Moi, personnellement, ça me rejoint pas, tu sais. Aller jouer devant des flyers de Radio X, je trouve ça un peu scandaleux. Ouais. Fait que c'est ça, il y a des groupes qui peuvent être ultra politisés, qui vont aller jouer puis que ça les dérangera pas, tu sais. C'est plus ça, c'est la démarche, tu sais. Bon, c'est ça, il y a plusieurs saveurs au punk. Ouais. Exact. Faut choisir celle-là qui nous parle. Vous disiez aussi que vous vous considérez pas tant comme musicien. Yes. Je sais pas si vous pouvez nous développer un peu là-dessus. Tu sais, à quel moment que toi tu joues la guitare dans le groupe, à quel moment que toi t'as commencé à jouer, tu te considères-tu plus musicien, toi, mettons, à part entière, ou... Ben, je pense... Avez-vous commencé à jouer pour le band ou non. Avant? Non, okay, ça. Non, mais c'est juste... Je pense que l'idée de ce qu'on dit par rapport à ça, c'est que
notre activité principale, c'est plate à dire, mais c'est le travail. C'est par ça qu'on survit. Puis c'est un peu ça l'idée de cette phrase-là. On est d'abord travailleur, travailleuse. Ensuite, on n'est pas vraiment musicien. On joue de la musique. T'sais. Dans le sens qu'on n'est pas professionnel, on gagne pas notre vie avec la musique. OK. Puis je veux dire, ça reste la réalité de beaucoup de groupes. Ouais, surtout au Québec. Là, ouais. c'est dur de vivre de ça ici, quand t'es surtout dans des genres underground. Là. Exactement. Là, c'est dur quand tu touches pas de subventions comme les Mario Pelcha de ce monde qui raflent la mise année après année. Non, mais sérieusement... c'est ça, tu sais, c'est difficile de justement dans un mode engagé comme ça, quand on a envie de rester quand même intègre puis autonome, de faire l'argent avec, de vivre de ça, en fait, minimalement, tu sais. Puis, ben c'est ça. En fait, pour juste en revenir au fait que, ben, la manière qu'on peut encore survivre puis payer nos loyers, ben c'est par le travail salarié, puis ça serait le fun que éventuellement ça soit la musique, mais c'est pas le cas encore. Puis je pense que ça nous ramène aussi un petit peu à nos origines de musiciens punk. On a tout commencé, on a mis la charrue devant les bœufs un peu. On a voulu avoir un band avant de musique, savoir comment jouer, tu sais, ben c'est ça, c'est un peu à la genèse de toutes les bandes de punk, tu sais, on a tous eu des bandes avant Union Thugs, tu sais, puis le premier qu'on a eu, admettons la première fois qu'on a joué avec toutes nos premiers bands respectifs, là, hey, je pense que j'écouterais pas le premier jam de ça, tu sais. Ouais, je suis content de pas avoir été dans le public à ce moment-là. C'est ça. Au moins, le punk rock, c'est une scène qui permet un peu de faire ça, là, qui est loin d'être parfaite. Ouais, qui est lousse. Oui, accepté, là, d'être ben, un peu brouillon. Là, non, c'est ça. Ben, c'est très autodérisoire ce que je dis, mais ça reste quelque chose... ça reste quelque chose que je pense qui est comme... qui est intéressant aussi, en fait, dans ça, puis dans nos origines de fans puis de musiciens de punk, c'est la possibilité qui est donnée à beaucoup de gens de faire de la musique avec peu de moyens, tu sais, avec relativement peu de moyens, tu sais, parce que reste que les instruments, ça peut être cher, ça peut être difficile d'accès, mais quand tu l'as, tu sais, tu joues du punk, 2-3 power chords, puis l'affaire est ketchup. Non, mais ouais. C'est ça, puis ben ça rejoint aussi notre autre grosse influence de groupe qui est le folk, tu sais, qui est aussi très dans le DIY, qui est aussi genre le monde se font carrément leur instrument avec 2 cannes puis un 2x4. Une vieille chaudière, un manche à balai. Oui, on a vu ça. Ouais. Puis sinon, là, vous avez pas mal de shows prévus assez dans plusieurs pays, dans le sens où vous partez en Europe, vous allez au Mexique. Yes. On se parlait un peu avant l'enregistrement. Tu le répétais un peu? Ben oui. Ben en fait, nous, je commencerais par dire que nous autres, depuis qu'on s'est créé, on a une moyenne d'à peu près 40-50 shows par année. Fait qu'on ça roule on n'arrête jamais. Mais c'était ça qu'on voulait, tu sais, à la base. Fait qu'on peut pas s'en vouloir. Des fois, on aimerait ça avoir un petit mois off, mais ça arrive rarement. Mais oui, effectivement, là, prochainement, on a je sais pas combien de shows au Québec de booker en partant. On va à Coaticook, entre autres, le 28 mars. Ouais. Là, on est en train de se booker à Sherbrooke, à Jonquière, puis au moins 5-6 fois à Montréal là-dedans. Puis, ben c'est ça. On a une tournée mexicaine qui s'en vient au mois d'avril, début avril. Une dizaine de journées qu'on va être là-bas en tant que band. À date, on n'a pas 10 shows nécessairement. Là, mais ça, c'est-tu avec votre label que ça s'est organisé ou c'est vraiment plus de votre propre moyen que vous avez rejoint les bands de ce coin-là? C'est en partie avec notre label puis nos propres moyens, un peu des deux.
Puis des réseaux aussi internationaux plus militants, militants musicaux aussi, qu'on est capable de se rejoindre parce qu'on connaît telle personne qui connaît telle personne qui connaît telle personne, mettons. Mais oui, c'est ça. Il y a entre autres notre label mexicain qui nous aide là-dedans puis qui nous fournit un gros coup de main, mettons. Ouais. Mais aussi, c'est ça, des bands qui étaient venus jouer à Montréal, qu'on a joué avec eux, qui venaient du Mexique, qu'on a bien trippé, qu'on va se voir là-bas, puis ce genre de trucs-là. Sinon, ben après ça, c'est ça. Au mois de juin, on s'en va en Europe. On commence ça en Allemagne, dans la banlieue de Berlin, ça s'appelle Potsdam, pour un festival qui s'appelle le Ultrash Festival. Ultrash. Ultrash. Puis, On va-tu brasser? ouais. Ça va être trash. Mais c'est ça, on part de là, puis on s'en va jusque dans le sud de la France en passant par la Suisse. On travaille là-dessus, là, tout n'est pas encore réglé, mais ça s'en vient. Puis c'est ça, je pense que on checkait notre été s'en venir après ça, avec les demandes de show qu'on a, puis On va être on bouqués. commence à stresser un peu. Là. Ça doit être Un excitant gros été, de partir loin comme ça pour jouer de votre musique. Ah, Ben. c'est malade, là, c'est fou. Ben, pour vrai, tu sais, depuis qu'on a commencé ça, on a fait une première tournée en Ontario qui On était devait censé aller aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Qui devait être une tournée nord-américaine, mais que finalement, c'est ça, on est resté en Ontario, on avait bien trippé, puis depuis ce temps-là... C'est fait refuser aux douanes Ouais. américaines. Ouais, c'est ça l'histoire. Ça arrive souvent. Ça. c'est- on avait fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, vous irez voir. Ouais, c'est je me très bon. rappelle, j'avais vu ça passer. Puis, ben c'est ça, en fait, tu sais, on est allé souvent en Ontario, puis à chaque fois, tu sais, on retournait aux mêmes places, mais on trippait bien raide, mais là, d'aller vraiment loin comme ça, le Mexique, puis vraiment pas longtemps après l'Europe, c'est vraiment cool, tu sais, tout dans la même année, partir un genre de 20 jours en tout là, pour aller jouer ailleurs, là, c'est vraiment cool. Ouais. Puis en tout cas, on sait pas comment ça va, jusqu'à quel point notre message ou même nos chansons vont parler au monde. Moi, j'ai pour mon dire que partout où tu vas dans le monde, 90% du monde que tu croises, c'est du monde qui font partie de la classe ouvrière. Fait que on devrait être capable d'y rejoindre. Ou, si on est capable de jouer à Jonquière, qu'on n'était jamais allé dans notre vie, puis on finit ça le monde trip, puis ils viennent nous parler de syndicats toute la soirée, ben imagine ça va être un peu semblable là-bas, on espère. Allez-vous essayer de trouver des manifestations puis Je pense qu'on grèves est, du piquetage? on est trop loin encore, mais ça va être c'est sûr qu'on en tournée, on essaye d'en faire le plus possible quand on sait qu'on passe dans une ville qui a quelque chose, d'arrêter là, d'aller parler au monde, d'aller, si possible, faire un peu de musique. Fait que c'est sûr que... En tout cas, en Europe, certains. Je sais pas au Mexique s'ils restent en vie longtemps pendant une grève, là, mais... Je pense que les policiers sont plus méchants là-bas. Ouais, Je Mais pense, ça je sais aussi. pas, mais j'aurais peur, moi, là-bas. ouais, ben c'est ça. On nous a dit, C'est pas la les- seule affaire que tu veux pas croiser pas la seule, mais mettons les plus épeurants là-bas, c'est la police. Là, tu veux pas que la police t'arrête au volant, ou même si t'as rien à te reprocher, là, tu veux pas. Ah ouais, parce que C'est les autres s'en dit, ouais. crient, Exact. C'est dit débranche ta guide, puis va-t'en, tu débranches ta guide, tu t'en vas. C'est ça. tu t'ostines pas trop, là. Surtout quand t'es pas dans ton pays, là, en plus. là. Non, mais- Ouais. Ça peut devenir assez compliqué. Ouais, exact. Bon, ben, Je pense que c'est ça. je pense qu'on fait pas mal le tour. On va se laisser sur 2 chansons Yes. que tu vas nous envoyer éventuellement. Exact. En arrivant chez nous. Ouais, y a pas de trouble. Tu veux-tu nous les dire? T'avais l'air de pas mal savoir ceux-là que Yes. tu voulais faire jouer. Fait que... Ben, c'est deux chansons qui vont être sur notre prochain album. En fait, d'ici à ce que le podcast sorte, notre vidéoclip de la première chanson va être sorti. Ouais, on va C'est-à-dire- partager ça sur nos réseaux sociaux. Exact. C'est la chanson Partisan, qui est en fait une reprise de la chanson La complainte du partisan, qui est une vieille chanson de la résistance française au nazisme, en fait, qui avait été écrite ça pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis c'était une chanson un peu de propagande pour inciter les gens à la révolte. C'était joué sur la radio en Angleterre là, pour que Ok. ça pogne en France, puis que les gens
se révolte contre les nazis, finalement. Fait que il y a cette chanson-là qui a été reprise éventuellement par Leonard Cohen. Puis nous autres, on est parti un peu de la version de Cohen pour faire notre propre version, un peu plus punk, folk. OK. Puis l'autre chanson s'appelle Les Picteuses de la Gloire. C'est une reprise d'une autre chanson qui s'appelait Les Picteurs de la Gloire par le groupe Les Picteurs de la Gloire. Donc, leur chanson éponyme. Ça, c'était justement dans les années 70, pendant qu'on est dans un podcast, on parlait de radio, c'était écœurant. Donc, c'était des radios qui étaient en grève, en fait. C'était une chaîne de radio qui s'appelait Radio Mutuelle. Si je me souviens bien, 76-77 à peu près. Ouais. Qui était en grève, en fait, puis que des passionnés de musique, j'imagine, à la radio, tout ça, ils ont créé un band de grève, ils ont endisqué un album, puis évidemment, les profits allaient au syndicat pour aider les gens à financer leur grève. Fait que c'est une vieille chanson de grève, puis qu'on aime bien, qu'on a un petit peu... On l'a mis au féminin, en fait, parce que... il y a aussi des femmes, des fois, qui font la grève. Puis on n'en parle pas beaucoup. On parle souvent des gars qui font la grève, mais rarement des filles qui font la grève. Fait que... L'inclusion. Exact. C'est important. C'est important, mais ouais. Puis si nos auditeurs veulent vous suivre, je me dis sur Facebook, ou sinon avez-vous d'autres plateformes? On a un Instagram qui est fièrement rené par Mathieu. Et Mathieu. Les deux Mathieu. Les deux Mathieu, en l'occurrence. Donc, Instagram, union.tugs, si je me rappelle bien. Écoute, on peut nous trouver. On peut nous trouver en tapant Instatugs, je suis pas mal sûr. C'était notre ancien nom. Ouais, c'était mon idée. En tout cas. Puis un Facebook. Bandcamp. Union Tugs Montréal peut-être, mais non, je pense que c'est juste uniontugs.bandcamp.com. Puis on a un Patreon à partir de on a lancé ça cette année pour aider à financer un peu tout ce qu'on a comme projet. Fait que vous pouvez nous aider, vous pouvez même nous envoyer un peu d'argent si ça vous tente. Il y a plein de petits forfaits d'achat mensuels. Fait que allez checker ça, Patreon, Union Tugs. Bon, parfait. Yes. Parfait. Fait qu'on va se laisser sur les deux chansons. Puis on vous revient la semaine prochaine, chers auditeurs. Et bonne semaine tout le monde. Oui. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci. Yes, bonne semaine.
froid et les sarcasmes. On était riches sans un sou, on était riches sans un sou. Il était une fois comme dans n'importe quelle histoire. D'un côté les hommes de loi, de l'autre les piteuses de la croix. L'hiver est long au Canada, mais la chaleur qui nous anime est celle qui attise le combat de vouloir combler cet abîme qui nous sépare des faux rois. Il était une fois comme dans n'importe quelle histoire. D'un côté les soldats de loi, de l'autre les piteuses de la croix. Et de faire sauter leur palais, et puis qu'ils rampent comme des rats, d'avoir osé nous mépriser. Ils ont souri, nous sommes chats, et notre